Lorsqu'il y a une colère, il est bon de venir voir ce qui se passe en interne. Parce que souvent, en fait, ça n'a rien à voir avec la situation qui se passe dans l'instant présent. Souvent, c'est plus en lien avec des événements passés qu'on projette. Donc le premier point, c'est de se demander que représente vraiment le fait qu'il soit rentré tard sans prévenir. Très souvent, ça vient nourrir des besoins de reconnaissance, des besoins d'être perçu comme quelqu'un d'important, des besoins d'être respecté. Donc ça, c'est important de le mettre en lumière. Et la deuxième question, c'est est-ce un sentiment de manque de considération ou de sécurité que ça a réveillé? Parce qu'on n'est pas exactement sur le même tableau pour le coup. Si c'est un besoin de reconnaissance, ce serait bien de regarder, de clarifier, tiens, qu'est-ce qui me permettrait de sentir que je suis reconnue dans la relation? Si c'est une histoire de sécurité, ce serait intéressant de regarder, tiens, qu'est-ce qui pourrait me sécuriser lorsque mon partenaire sort? Hello tout le monde, c'est reparti pour une question-réponse et je suis à nouveau avec Caroline au téléphone. Caroline, comment vas-tu et est-ce que tu peux nous lire la question du jour s'il te plaît? Je vais très bien. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Donc la question du jour, c'est Élise qui a 39 ans qui nous la pose. Je te lis la question. Salut Fanny, je me sens vraiment perdue. Hier, j'ai explosé de colère contre Mathieu parce qu'il est rentré tard et n'a même pas pris la peine de m'envoyer un message. Je sais que c'est un détail, mais ça m'a tellement irritée. Et maintenant, je me sens coupable de l'avoir agressé. Comment faire pour exprimer ma colère sans tout gâcher à chaque fois ? Alors, à nouveau, on est face à un cas classique de relation de couple. Il y en a un qui sort, qui prévient pas, il est pris par l'élan, il est pris par les sorties, et puis du coup, la personne qui est à la maison et qui l'attend se ronge les sangs, il y a des émotions qui augmentent, les pensées qui affluent, et en règle générale, ils ont plus la même énergie, ils sont plus dans la même vibe, et ça peut créer un conflit. Donc, si vous vivez ça ou si vous avez déjà vécu ça, sachez que c'est normal. Okay, vous avez des besoins qui n'ont pas été exprimés, qui n'ont pas été entendus et reconnus. Et pour le coup, ça vient nourrir des pensées et ça vient nourrir des émotions qui ne sont pas confortables. Aujourd'hui, j'aimerais parler de 8 points autour de ces questions. Le premier point, c'est la racine de la colère. Avant toute chose, je vous rappelle que si vous voulez obtenir un bilan gratuitement offert, il y a un lien juste en dessous de la vidéo. Vous répondez au formulaire et puis je reviendrai personnellement vers vous pour vous proposer une date et nous pourrons faire connaissance et faire le point. Vous repartirez avec de précieux éléments pour améliorer vos relations mais aussi gagner en confiance en vous. Autre chose, si vous aimez ce que je fais ici, likez, partagez. C'est important pour moi et ça peut être important également pour d'autres personnes qui aujourd'hui recherchent des solutions pour avoir de meilleures relations. Et moi, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite une très très belle vidéo. Ciao ciao les amis. Lorsqu'il y a une colère, il est bon de venir voir ce qui se passe en interne. Parce que souvent, en fait, ça n'a rien à voir avec la situation qui se passe dans l'instant présent. Souvent, c'est plus en lien avec des événements passés qu'on projette. Donc le premier point, c'est de se demander que représente vraiment le fait qu'il soit rentré tard sans prévenir. Très souvent, ça vient nourrir des besoins de reconnaissance, des besoins d'être perçu comme quelqu'un d'important, des besoins d'être respecté. Donc ça, c'est important de le mettre en lumière. Et la deuxième question, c'est est-ce un sentiment de manque de considération ou de sécurité que ça a réveillé? Parce qu'on n'est pas exactement sur le même tableau pour le coup. Si c'est un besoin de reconnaissance, ce serait bien de regarder, de clarifier, tiens, qu'est-ce qui me permettrait de sentir que je suis reconnue dans la relation? Si c'est une histoire de sécurité, ce serait intéressant de regarder, tiens, qu'est-ce qui pourrait me sécuriser lorsque mon partenaire sort? Ça, c'est le premier point. La racine de la colère, elle vient d'où? Ça va vous permettre, les prochaines fois que ça va arriver, de pouvoir mieux gérer cette émotion. Le deuxième point, c'est de différencier l'actuel, donc le présent, du passé. En règle générale, on est rarement fâché par rapport à une situation.
on est plutôt en train d'aller chercher, donc il y a une situation T à l'instant présent qui se passe, et en fait on va aller chercher ce qui s'est passé dans le passé, et on va le projeter sur le présent. Et c'est ça qui va créer la tension, c'est ça qui va créer des émotions et des conflits. Donc parfois nos réactions émotionnelles sont amplifiées par des expériences passées qui n'ont pas été résolues. Donc là la question c'est: est-ce que le comportement de Mathieu a activé des blessures antérieures comme un sentiment d'abandon, de négligence, donc plutôt en lien avec le passé, qui a pu faire vivre ou qu'on a pu vivre dans d'autres relations, et notamment la relation parent, parce que très souvent ce qu'on vit avec notre partenaire actuel est en lien avec notre passé et notamment notre enfance. Okay, donc il y a comme ça tout un tas de questions qui permettent de mettre un peu de conscience sur ce qu'on vit réellement dans l'instant présent. Attention également à vos attentes. Trop souvent, on se dit, bah ouais, mais si l'autre nous aime, on présuppose que si l'autre nous aime, alors il devrait se comporter comme ci, comme ça devrait être logique pour lui de prévenir. On présuppose, mais tant qu'on ne l'a pas exprimé, on n'est pas certain que l'autre ait les mêmes codes que nous. Ça, c'est important. Ensuite, il y a toujours, surtout lorsque vous sentez de la colère, réfléchir avant d'agir. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de dire à l'autre, ok, là je suis fâchée, mais on en parlera dans 2-3 jours. Parce que si vous agissez sur la colère, vous allez dire des choses que vous ne pensez pas, vous allez saboter la relation et surtout vous allez peut-être même arrêter la relation. Je pense notamment aux évitants, vous allez arrêter la relation alors qu'en réalité c'est juste une situation qui vous déplaît. Ce n'est pas tant la relation en elle-même, c'est juste une situation. Prenez le temps, lorsque vous sentez une émotion forte, prenez le temps de vous maîtriser, de vous dire ok, là ce n'est pas le moment. Là ce n'est pas le moment. Je vais prendre 2-3 jours de respirer, de laisser cette émotion passer et ensuite j'y verrai plus clair. Et ensuite je pourrai avoir cette conversation importante. Il y a une métaphore que j'utilise souvent lorsque j'accompagne les personnes. Moi c'est le vélo, je fais beaucoup de vélo et en fait lorsque je sens dans mon état interne que je suis pressée, je ne fais pas de vélo. Je pourrais me dire, ouais, j'arriverai d'un point A à un point B plus rapidement, mais je ne fais pas de vélo. Pourquoi? Parce que lorsque je suis dans un état émotionnel en lien avec la pression, je ne suis pas dans l'instant présent. Donc, je ne vois pas les éléments qui peuvent être dangereux. Donc, je préfère me dire, non, je vais ralentir. Plutôt que de vouloir gagner du temps, je vais prioriser la sécurité, je vais ralentir, je vais respirer et je vais aller d'un point A à un point B, quitte à être en retard, en envoyant un petit message en disant « je suis désolée, j'arrive, je vais être en retard, mais ne vous inquiétez pas, je serai là ». Et dans les relations, c'est pareil, c'est de dire à l'autre « je ne suis pas apte là à communiquer avec toi, je suis pris émotionnellement, je ne suis pas dans l'instant présent, je suis en colère. J'aimerais qu'on puisse clarifier tout ça, j'aimerais qu'on puisse avoir une conversation, j'ai envie qu'on renforce notre lien, mais ce n'est pas le moment là tout de suite. J'ai d'abord besoin de laisser passer cette émotion. Et c'est très dur, parce que souvent en fait quand on est pris émotionnellement, on veut clarifier les choses tout de suite. Non, non, on va pas se coucher en étant fâché, on va creuser ensemble et on va trouver une solution, j'ai raison et je veux que tu me dises que j'ai raison. Non. Il n'y a pas le feu au lac. On en reparlera demain, on en reparlera dans 2 jours. Je suis fâchée, sache que je suis fâchée et on en parlera. Le 4e point, c'est créer un espace de dialogue. Souvent dans les relations, on peut avoir des dialogues qui vont venir créer chez l'autre de la culpabilité. Je me sens en insécurité, je veux contrôler l'autre, je veux manipuler l'autre, je veux que l'autre se comporte d'une certaine manière. N'oubliez pas, dans l'enfance, on nous a appris la punition et grâce à la punition, on nous a appris à aller dans un sens. Donc on refait ça à d'autres personnes. Je vais te punir d'une certaine manière en te disant tu n'es pas assez bien ou en te privant d'un câlin ou en te privant de quelque chose. Et du coup, ça va créer de la culpabilité chez l'autre qui va être un moyen de contrôler, un moyen de dominer. D'accord ? Tout cela est en lien avec une insécurité en interne. Or, pour avoir une relation saine, pour avoir une relation épanouissante pour les 2 parties, okay, pour les 2 personnes, il y a besoin d'avoir un espace où on peut communiquer de manière
ouverte, de manière bienveillante, c'est-à-dire un espace où je peux te dire les choses en étant certaine et certain que tu ne vas pas me punir, en étant certain que tu ne vas pas me juger, en étant certain que tu vas être curieux ou curieuse de me rencontrer. Cet espace va créer de la sécurité. Donc on va aller dans des liens sécures. Bien évidemment, cela demande un petit peu de temps. Un lien sécure, quand on a un lien d'attachement insécure, parfois on se teste, parfois on se challenge, parfois on auto-sabote un peu le lien. Et en fait, au fur et à mesure qu'on va pouvoir se montrer, qu'on va s'autoriser à être vu et qu'on va s'autoriser à regarder l'autre au-delà de ses défauts et au-delà de ses travers, au fur et à mesure, le lien va être de plus en plus sécure et au fur et à mesure, les esprits vont pouvoir s'apaiser. Mais bien évidemment, c'est d'abord un travail à faire chez soi. Le 5e point, c'est différencier la personne de l'émotion. Il y a une situation. Cette situation va créer chez moi un état émotionnel. Trop souvent, on associe l'état à la personne. Je suis en colère, c'est à cause de toi que je suis en colère. Je suis en colère, c'est toi la source de ma colère. Dissocier la situation. Il y a une situation, donc le comportement c'est « il ne m'a pas appelé », je n'ai pas eu de ses nouvelles de toute la soirée, ça a créé un état interne bien spécifique à l'intérieur de moi, de la colère. Donc, il faut dissocier la personne de cet état émotionnel. Du coup, ça va vous permettre de mieux communiquer. Je me sens en colère parce qu'il y a une situation. Si je me mets à dire « c'est à cause de toi, tu as fait ci », je suis dans le jugement. Je suis en train de pointer l'autre du doigt. Et lorsque je pointe l'autre du doigt, je ne l'invite pas à s'ouvrir, mais je l'invite à se défendre, donc à attaquer. Donc on commence à aller dans des conversations, dans un conflit. Je ne peux pas t'entendre, tu ne peux pas m'entendre parce qu'on est en train de se défendre. Dissocier les choses. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque j'étais au Brésil, j'ai fait du kitesurf et à un moment j'étais très en colère contre mon instructeur, mais j'étais très en colère. Je lui en voulais parce que j'arrivais pas, c'était dur, j'avais l'impression de me battre avec la voile et tout ce que je ressentais, je le projetais sur lui. J'étais en train de le projeter sur lui, donc j'avais qu'une envie, c'était de l'envoyer bouler, de lui rentrer dedans. J'ai respiré et j'ai pu mettre de la conscience sur le fait que c'était pas lui le problème. Le problème, c'est que j'étais frustrée parce que je n'arrivais pas à faire un exercice et je voyais les autres y arriver, je voyais les autres s'éclater et moi, j'étais en galère là, avec ma voile et j'avais peur de me faire mal. Vous voyez? Si je ne mets pas cette conscience, ce qui va se passer, c'est que je vais le projeter sur l'autre. Ça peut être mon instructeur, ça peut être également mon partenaire amoureux, par exemple. C'est pour lui, ou en tout cas, il m'encourage à faire du kitesurf, et du coup, je peux me dire à cause de lui, il met une pression, etc., etc. Mais ça peut être le kitesurf, mais ça peut être autre chose. Et du coup, au lieu de prendre du recul et de me dire non, la problématique, c'est que j'ai peur, c'est que je n'y arrive pas, et ça crée de la frustration. Donc, il faut que je gère ma frustration. Il faut que je sois douce avec moi. Il faut que je me dise, ok, les autres, ils ont un rythme, et moi, j'ai mon propre rythme, et c'est ok. Donc, le simple fait de pouvoir prendre de la distance, ça me permet de revenir à ce qui crée réellement mon état interne. Ce n'est pas l'autre qui crée mon état interne, c'est la situation. Et cette situation, elle est en lien avec ma carte du monde interne, ma manière de l'interpréter. Si je suis dans une acceptation que les choses sont plus lentes, que l'autre ne répond pas exactement à mes besoins parce que X ou Y raison, ça ira mieux. Par contre, si je suis dans de la résistance, là, ça va venir nourrir un état interne qui n'est pas agréable, qui n'est pas confortable. Donc ça, c'est le point numéro 5. Le point numéro 6, c'est faire de la place pour la réparation. En soi, dans les relations, le conflit n'est pas le problème. C'est normal qu'il y ait des conflits. C'est normal qu'on ne soit pas d'accord. C'est normal que parfois on ait des émotions qu'on n'arrive pas à gérer. C'est normal que parfois on dise des choses qu'on ne pense pas vraiment. Tout ça, c'est normal. Ce qui va faire la différence entre les couples qui vont pouvoir avancer ensemble et qui vont pouvoir s'épanouir et les couples qui se séparent et qui sont dans de la frustration, de la colère, c'est la réparation. Est-ce que je suis apte, est-ce que nous sommes aptes à réparer le lien après un conflit?
Et pour ça, ça demande beaucoup de bienveillance, beaucoup de tolérance et beaucoup de compassion. Ok? L'autre, s'il réagit d'une certaine manière, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose à écouter. Si moi je réagis d'une certaine manière, c'est qu'il y a quelque chose à écouter. Si je m'autorise cette vulnérabilité de parler et d'écouter l'autre, on va pouvoir réparer le lien. Si je suis constamment en train de me défendre et de poser mes règles, le lien, il va s'effriter, 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 s'effriter. À un moment donné, mon cerveau risque de faire une association. Si à chaque fois que je vois l'autre, ce sont des conflits, mon cerveau va se dire lui égale conflit, lui égale colère, lui égale douleur, lui égale souffrance. J'ai pas envie d'y aller. C'est-à-dire le simple fait d'apercevoir l'autre, le simple fait d'entendre la voix de l'autre, même si vous dit quelque chose de sympa, hein, il y a un ancrage en interne qui s'est créé, ou qui va se créer, et vous ne pourrez plus supporter l'autre. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de couples. L'autre, vous ne pouvez plus le blairer parce que votre cerveau a fait une association, un ancrage. D'accord? Donc il faut faire attention à ce que le couple reste quelque chose de sympa à vivre, reste quelque chose d'agréable. Il y a des moments de conflit, c'est normal, mais comment la relation, comment on la nourrit et comment on tisse le lien et comment on répare le lien après un conflit. C'est tout ce qu'on apprend, notamment dans mes programmes, mais également chez d'autres thérapeutes. Renseignez-vous parce que le couple, en fait, on a tendance à l'oublier, ça s'apprend. Or, on ne nous a pas appris. Les seuls modèles qu'on a eus, c'est Hollywood et nos parents. Alors souvent, nos parents, c'était un peu bancal, un peu catastrophique, et souvent il y a des secrets et autres. Et Hollywood nous montre un couple romantique, un couple idéalisé, entre guillemets. Donc, dans la réalité, on a besoin d'apprendre. On a besoin d'apprendre à écouter, on a besoin d'apprendre à réparer le lien. On a besoin d'apprendre à ne pas prendre tout personnellement. On a besoin de tisser encore et encore et encore et encore et de ne jamais s'arrêter de tisser le lien avec l'autre. Le 7e point, c'est cultiver de la tolérance envers toi-même. Toi, tu vois, Élise, aujourd'hui, lorsque j'entends ou lorsque je lis ton partage, j'entends je ne suis pas d'accord avec le fait de ressentir de la colère. Je ne suis pas d'accord avec ma manière de réagir. Ok, j'ai un spot pour toi, j'ai un slogan, j'ai un secret pour toi. Tu n'es pas un robot. Tu n'es pas un robot. Donc c'est normal de ressentir de la colère et tu as le droit de ressentir cette émotion. Vous avez le droit de ressentir de la peur, de la colère, de l'envie, de la jalousie. Tout ça, vous avez le droit. D'accord ? Par contre, ce qui va venir faire mal, entre guillemets, c'est déjà, si vous vous refusez ça, ça va vous dominer. Plus on refuse quelque chose, plus ça nous domine. Donc plus ça va vous ronger, plus ça va vous faire mal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de dire, ok, je ressens de la colère. J'ai le droit de ressentir de la colère. En fait, je suis en train de me donner une validation. Validation que souvent je recherche chez l'autre. Je valide ce que je ressens parce que j'ai le droit de ressentir ça. Et ensuite, dans un autre temps, c'est de dire, ok, je vais exprimer cette émotion de manière à ce qu'elle puisse être entendue chez l'autre, de manière à ce que, au final, ça se passe bien. C'est important d'avoir une forme de tolérance et une forme de bienveillance envers soi-même. Quoi qu'il se passe, ayez de la tolérance et de la bienveillance envers vous-même. Hier, j'ai accompagné une femme qui me disait « Je comprends pas, quand je suis fatiguée, je suis impatiente, je perds tout, je casse tout. » La question que je lui ai demandé, c'est « Est-ce que tu as le droit d'être fatiguée ?» Et en fait, dans sa carte du monde, c'était « Non, je n'ai pas le droit d'être fatiguée. Ce n'est pas le bon moment. J'ai plein de choses à faire. » Ben ouais, mais développe cette tolérance envers toi-même. Tu as le droit d'être fatigué. À partir du moment où tu es dans cette acceptation, tu vas pouvoir trouver des solutions en lien avec ça. Par contre, si tu es dans une non-acceptation de ça, c'est un petit peu comme être borné, avancer, 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 et en fait, vous allez vous cogner contre des murs. Parce que vous ne voyez pas les choses. Je suis dans l'acceptation, je suis en colère, je suis fatiguée.
c'est dur, je me sens fragile, je me sens vulnérable. Ok, j'ouvre et je vois les choses. Ok? Le point numéro 8, c'est la prévention par la communication proactive. Par exemple, Élise, là tu as une merveilleuse situation où tu nous dis quand Mathieu sort, eh ben, ça vient créer chez moi de la tension. Ça vient créer chez moi un manque de réassurance, de l'insécurité, de la colère. Ok, eh ben, il faut en parler en fait. Mais il ne faut pas en parler quand tu es dans le chaud, il ne faut pas en parler quand la maison brûle. Il faut en parler avant, il faut en parler après. Donc là, vous avez eu une expérience qui a mis en lumière qu'une situation créait chez toi un état émotionnel qui n'était pas confortable. Donc il faut le prendre d'en parler ensemble. Mathieu, mon chéri, j'aimerais que toi et moi, on puisse prendre une demi-heure, 3/4 d'heure prochainement. Quand est-ce que tu serais disponible? C'est important pour moi qu'on puisse parler d'une situation qui vient créer chez moi de l'inconfort. Vous voyez, je ne le prends pas en grippe quand il rentre du boulot et qu'il a eu une mauvaise journée. Je ne le prends pas en grippe quand il sort de la douche alors qu'il a juste envie de se détendre. Non. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour parler de ça, s'il te plaît? On prend un moment. Écoute, la dernière fois, tu es sortie et je comprends bien que pour toi, ce soit important de sortir et de voir tes amis. C'est normal, t'inquiète pas. Maintenant, chez moi, ça vient créer de l'inconfort. Chez moi, quand tu disparais et que tu ne me donnes pas de nouvelles, ben, j'ai peur, je me sens en insécurité, j'ai l'impression de ne pas être respectée. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que tes besoins soient nourris et les miens? Peut-être que quand tu sors, tu pourrais m'envoyer un petit message, juste me dire je vais rentrer vers 3 h du matin. Juste ça. Et en fait, si vous voulez, c'est un petit peu établir vos règles du jeu. Parce que le couple, ce sont deux personnes avec des besoins spécifiques et différents et que c'est à vous de créer vos règles du jeu. Mais on ne peut pas créer ces règles du jeu si on part du présupposé que tout le monde sait tout. C'est normal, hein, s'il est en couple, s'il m'aime, il devrait savoir ça. Non, l'autre, il ne sait pas. Partez du principe que l'autre ne sait pas. C'est déjà compliqué de savoir ce qui se passe chez nous, alors chez les autres, c'est encore plus compliqué. Donc, ça demande, encore une fois, de pouvoir communiquer clairement et de pouvoir écouter l'autre. Écouter l'autre. C'est méga important. La plupart d'entre nous ne savent pas écouter. Parce que lorsque vous entendez quelqu'un, vous n'êtes pas en train de vous concentrer sur les mots de l'autre et sur les explications de l'autre. Vous êtes en train de penser à ce que vous devriez répondre après. Vous n'êtes pas dans une écoute active. Ok ? Il y a aussi autre chose dans l'écoute. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu justement une cliente qui me disait oui, mon partenaire m'a dit qu'il avait besoin d'être rassuré sur quand on est en déconnexion. D'accord? Et moi, je lui demande, être en déconnexion, ça veut dire quoi pour toi? Être en déconnexion, c'est quand on sent qu'on n'est pas ensemble. Je dis d'accord. Et pour lui, être en déconnexion, ça veut dire quoi? Je pense que ça veut dire la même chose. Je dis d'accord. Je dis parce que moi, quand j'entends le mot déconnexion, c'est quand vous n'êtes pas ensemble physiquement. Donc, tu ne sais pas en fait ce que l'autre veut dire lorsqu'il te dit « j'aimerais que tu me rassures quand on est en déconnexion » parce que tu ne sais pas ce que ça veut dire pour lui être en déconnexion. Tu es en train d'interpréter avec ton dictionnaire à toi ce que l'autre te dit. Sachez qu'on fait tous ça. On déforme ce que les gens nous disent. On entend ce que les autres nous disent avec nos propres lunettes, avec nos propres oreilles. Or, pour avoir une communication claire, vous devez être sûr des mots de l'autre. Quand tu me dis que tu as besoin d'être rassuré parce que tu te sens en déconnexion, ça veut dire quoi déconnexion? Ça veut dire quoi être rassuré? Qu'est-ce qui te rassurait? J'ai besoin que tu me donnes tes éléments pour pouvoir ensuite te nourrir ou pas. Si je ne peux pas te nourrir, et dans ce cas-là, c'est te dire « Ok, j'entends que pour te rassurer, il faut que je t'envoie un message toutes les heures. J'ai envie de le faire. Maintenant, ça va être compliqué de le faire toutes les heures. Est-ce que c'est ok pour toi si je t'envoie un message régulièrement dans la soirée ?» Vous voyez, on est en train de communiquer d'adulte à adulte en donnant la carte du monde de l'un et de l'autre. Et il n'y a que comme ça qu'on peut avancer ensemble, qu'on peut co-construire ensemble. Ok Caroline, comment tu te sens là? Oui, merci beaucoup Fanny. J'ai quelques questions.
notamment une qui concerne la colère, au moment où on la sent monter, en fait, où cette colère, elle a juste besoin de sortir et de s'exprimer. Est-ce que tu as des tips pour se calmer à ce moment-là et pouvoir justement aborder le sujet plus tard, quand la colère sera retombée? Ouais, c'est Sénèque qui a fait un livre sur la colère, que je vous recommande de lire. Moi, ce que je recommande aux personnes que j'accompagne, déjà, c'est d'avoir une routine bien-être, qui permet justement de mieux gérer ses émotions et de mieux réguler déjà ses émotions en avance. C'est un petit peu, j'attends pas que le feu arrive pour finalement me dire « Ah mince, j'aurais dû mettre une alarme ». Je mets l'alarme pour être prévenue. Mais c'est exactement pareil. C'est déjà d'avoir une routine de vie, du sport, bien manger, bien dormir, avoir un langage envers soi-même qui est bon, qui est doux. Donc c'est déjà d'avoir une routine qui permet de prendre soin de soi et d'avoir un état émotionnel stable de manière générale au quotidien. Ensuite, lorsqu'on sent que la colère est là, c'est de l'écrire. Moi, je recommande aux personnes que j'accompagne de l'écrire. Vous prenez un papier, vous écrivez tout ce qui vous vient. Vous notez, vous notez, vous notez, vous notez, vous notez, vous notez, vous notez. Vous lâchez tout ce que vous avez. Vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez. Et d'attendre 2-3 jours. Pendant ces 2-3 jours, vous vous asseyez sur vos deux mains et vous attendez que la colère passe. Vous pouvez aller marcher, vous pouvez aller courir, vous pouvez chanter, vous pouvez mettre de la musique, vous pouvez danser, vous pouvez... Bref, faites ce qui va vous permettre d'évacuer justement cette émotion. Et une fois que c'est apaisé, de pouvoir parler calmement à l'autre. Mais il y a des étapes et chacun est différent. Il y a certaines personnes, c'est la marche. Ça va vraiment les aider à lâcher tout ça. Et souvent, je leur dis, va marcher 2-3 heures. Si tu sens qu'il y a un truc là qui bloque, il y a un truc qui monte, va marcher. Et ensuite, communique à ton partenaire. Et ensuite, reviens vers toi et demande-toi qu'est-ce qui est vraiment important là-dedans. Pourquoi je recommande aux personnes que j'accompagne d'écrire? Parce que quand on se relit 2-3 jours après, on se rend compte qu'on est hystérique. Quand on est en colère, on est hystérique. Ça, je te le confirme parce que je l'ai déjà fait. C'est vrai que quand tu te relis, tu te sens tu te sens tout bête, quoi. Tu te sens stupide. Tu te rends compte que tu t'es monté le bourrichon pour rien du tout, en fait. Donc, le fait d'écrire, ou alors, si vous n'aimez pas écrire, vous pouvez vous filmer. On a tous des téléphones. Tu te filmes en train de vraiment d'exprimer ta colère. Et vous allez voir que 2-3 jours après, vous allez vous sentir idiot. Et vous allez vous dire, ouais, en fait, c'était pas si important que ça. En fait, j'ai pris la tête à l'autre pour le fait qu'il soit sorti, alors qu'en réalité, la seule chose que je voulais, c'est qu'ils me disent que je suis importante. Ou qu'ils me disent qu'ils m'aiment. La seule chose que je voulais, c'était juste qu'ils m'envoient un message. C'est tout. Donc, moi, ce que je préconise, c'est d'écrire ou alors de se filmer. Vous pouvez vous filmer, vous pouvez vous enregistrer en train de parler. Moi, j'ai des clientes, souvent, elles m'envoient des vocaux, justement sur WhatsApp. Et du coup, je les invite à se réécouter 2-3 jours après. Et à me dire, qu'est-ce que tu entends lorsque tu te réécoutes? Et en règle générale, elles ont de grosses prises de conscience. Et entre le moment où vous êtes enregistré, au moment où vous avez écrit, et les 2-3 jours, vous prenez soin de vous. Le sport, la marche, la danse, le chant, vous faites ce qui vous fait du bien. Voilà, tout simplement. Et ensuite, vous voyez si vous entamez une conversation avec l'autre ou pas. Parce que souvent, il n'y a pas besoin, en fait. Et souvent, quand on est dans le développement personnel, on parle trop. On parle de tous ces états d'âme. Or, l'autre ne sait pas quoi faire avec ça. C'est pas un thérapeute, c'est pas un coach. Donc, parfois, il est bon de prendre un petit peu de temps et de prendre un peu de distance, de manière à pouvoir essayer de communiquer le plus clairement à l'autre et de pouvoir vraiment lui dire ce qui est important et balayer un petit peu les détails qui ne le sont pas. Parce que, encore une fois, quand on est dans une relation de couple, si on s'attache à tous les détails, on va foutre en l'air la relation. Et c'est comme dans l'entrepreneuriat, hein. C'est comme dans la parentalité, c'est comme dans tout. Si vous vous attachez à tous les détails, vous allez devenir pénible parce qu'il y aura toujours des défauts, il y aura toujours des petits couacs. Par contre, si vous vous attachez à la vision d'ensemble et à ce qui est important, là, vous allez pouvoir construire avec l'autre quelque chose de sympa. J'ai d'autres questions, je peux? Ouais. Oui.
Je me disais, si on élargit la colère à d'autres situations, parce qu'en fait, on connaît tous des personnes excessives, en fait, qu'on considère, qu'on voit un peu comme des despotes, mais ces personnes-là, elles sont persuadées d'être dans leur bon droit. Et je me demandais comment on peut différencier une émotion qui est plutôt légitime par rapport à une situation donnée d'un désir de tout contrôler. Alors je pense qu'il faut différencier la personne qui est stable, ou en tout cas la personne qui fait attention à elle et qui fait attention à son entourage, avec qui c'est facile de communiquer, ou en tout cas avec qui il y a une ouverture dans la communication, de la personne qui est constamment en colère et qui impose. Il faut bien différencier les deux. Et il faut savoir poser ses limites. C'est-à-dire la personne qui est ouverte et la personne avec qui, bah oui, en fait, elle est en colère là, sur une situation, mais ça va lui passer de manière générale. C'est une personne avec qui on peut parler de tout et de rien. Bon, ben là, il y a de l'ouverture. Là, on peut trouver des solutions ensemble. Là, on peut co-créer ensemble. Donc, juste laissez-lui un petit peu de temps, parce que ça arrive à tout le monde, en fait, de ne pas se maîtriser, de ne pas gérer ses émotions. Laissez-lui un petit peu de temps et puis ayez cette conversation après. Et puis pour toutes les personnes qui sont constamment dans de la défense, parce qu'en fait c'est de la défense, qui sont constamment dans de la défense, qui projettent le mal, qui veulent contrôler, qui sont dans des mécanismes de manipulation plus, protégez-vous. Protégez-vous en posant vos limites clairement, en disant ça c'est ok, ça c'est pas ok. Mais ne subissez pas entre guillemets la colère des autres, parce que souvent en fait quand on est en colère, on a envie de faire mal aux autres. Regardez les séparations. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes dans les phases de rupture. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans une phase de séparation? On a envie de faire mal à l'autre. On a envie de faire ressentir à l'autre ou aux autres la douleur qu'on a à l'intérieur de soi. On a envie en fait de ressortir ce truc-là. Ça nous fait mal à l'intérieur. Donc on se dit, il faut que ce soit l'autre qui prenne. Et ça, ce n'est pas à vous de prendre ça, vous n'êtes pas le paillasson des autres, entre guillemets, vous n'êtes pas le punching ball des autres, et le seul moyen de vous protéger de ces personnes et de ce genre de situation, c'est de poser vos limites. Lorsqu'on pose ses limites, ce n'est pas construire un mur, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est créer un pont, et parfois le pont peut être très long, parce que la personne, on laisse beaucoup d'espace entre elle et nous, parce que tout simplement, elle n'est pas bonne pour notre bien-être psychologique, spirituel, émotionnel et physique. Donc du coup, on prend beaucoup de distance. Malheureusement, cette personne-là, parfois ça peut être un collègue, mais c'est plutôt chouette parce qu'un collègue, voilà, le jour où on quitte son emploi, c'est terminé, mais ça peut être aussi un membre de la famille. Et dans ce cas-là, quand c'est un parent, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a des tensions en interne sur le besoin d'être en lien avec cette personne-là et de créer, de nourrir quelque chose de fort avec cette personne-là. Et en même temps, on sait bien, il y a un truc à l'intérieur de nous qui nous dit non, il faut que je pose mes limites et que je m'éloigne de cette personne-là. Là, ce serait intéressant de venir voir ces deux parties à l'intérieur de vous de manière à ce qu'elles puissent trouver leur compromis. Et ça, ce sont des exercices qu'on fait notamment en PNL ou alors en hypnose. Est-ce que ça te paraît clair, Caroline? Oui, c'est clair. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Une dernière question. Alors, tu parlais tout à l'heure d'ancrage, le fait qu'on finisse par créer un ancrage négatif. Oui. Dans la relation que j'ai, par exemple, je me rends compte que j'ai créé un ancrage négatif et que la situation est en train de m'échapper finalement. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, prendre conscience qu'il y a un ancrage de créer, c'est-à-dire qu'il y a une association entre le fait que je vois la personne, boum, je suis dans un état émotionnel qui n'est pas sympa. Je suis en colère, j'ai envie de me battre, j'ai envie de me défendre. Déjà, mettre de la conscience sur le fait que là, il n'y a même plus une histoire avec la situation dans l'instant présent. Il y a une association au niveau du cerveau qui fait que j'entends ou je vois cette personne, boum, ça me crée ça. C'est la première des choses. Ensuite, c'est commencer à dissocier ce qui s'est passé dans le passé et ce qui se passe dans l'instant présent. Okay, c'est de commencer à se dire, ok, peut-être que dans le passé, on s'est un petit peu chamaillé pour ça, mais dans l'instant présent, finalement, tout va bien. Donc, respirer et commencer à aussi nourrir une forme de gratitude. C'est-à-dire aller chercher, faire l'effort d'aller chercher tous les moments
qui se sont bien passés également avec cette personne-là. Le cerveau, du coup, va pouvoir casser, va pouvoir séparer la personne avec un état émotionnel qui n'est pas agréable et commencer à se dire « Ah ben oui, il y a des moments où ça n'a pas été confortable, mais il y a aussi eu de très très beaux moments avec cette personne-là. » Et je l'honore et je le reconnais. C'est un mécanisme qui va se faire en interne naturellement à partir du moment où je vais commencer à mettre de la conscience dessus. Mais le premier point, c'est déjà de prendre conscience que tiens, cette personne-là, je la vois plus comme elle est dans l'instant présent, mais je la vois avec toutes ces associations et ces associations ne sont pas complètes. En fait, mon cerveau a fait un raccourci. Ça, c'est quelque chose qu'on voit partout, hein, que ce soit dans le milieu du travail ou que ce soit dans le couple ou dans la famille. C'est quelque chose d'assez commun. Ce n'est pas rare, entre guillemets. C'est pour ça que dans la pleine conscience, on parle beaucoup d'être dans l'instant présent, d'essayer d'enlever des étiquettes, d'essayer d'enlever toute forme de jugement, d'essayer de voir les choses comme elles sont maintenant, comme si c'était la première fois que vous découvriez cette personne ou vous découvriez une situation. Parce que et ça, c'est un petit peu le problème du développement personnel, c'est qu'on commence à apprendre des mots tels que évitant, tels que anxieux, tels que pervers narcissique, tels que tout ça, HPI, HPE, etc., etc. Et en fait, j'arrive en collant ces étiquettes sur une personne et je la vois plus telle qu'elle est dans l'instant présent. Je la vois avec toutes les associations. Et du coup, je ne lui donne plus l'opportunité d'être quelqu'un d'autre que celle que je m'attends à voir. Donc automatiquement j'arrive en allant voir la personne, mais je la vois avec mes filtres. Donc peu importe comment elle réagit en face de moi, je vais interpréter ses actes, ses mots, ses faits avec mes filtres. Donc c'est là où il faut accepter que en fait dans l'instant présent je ne sais rien de la personne en face ou pas grand chose, et de juste s'ouvrir au fait que tiens, peut-être que je vais être surprise. Tiens, cette personne, si je la rencontrais comme si c'était la première fois à nouveau. Tiens, cette personne, si finalement je lâchais prise sur la relation et tout ça. Et à ce moment-là, il peut y avoir des changements dans le lien. Et en plus de ça, ça peut moi me permettre, parce qu'en fait derrière il y a aussi une histoire de certitude, il y a une histoire de j'ai besoin d'être persuadée que, ou j'ai besoin de me protéger. Donc il y a souvent derrière quelque chose à venir regarder chez nous sur le fait de se sentir en sécurité, même lorsqu'on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur, même lorsque je ne connais pas la personne en face de moi, même lorsque je ne colle pas d'étiquette en face. Ok Caroline, ça te paraît clair? Oui, c'est très clair Fanny, je te remercie. Super. Ok, très bien. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Encore une fois, je vous rappelle que de liker, partager, vous abonner. Si vous avez des questions, posez-les juste en dessous. Moi, je serai très heureuse d'y répondre. Et puis, je vous souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.